Ainsi que nous le disions hier, ce soir, nous avons le privilège d'avoir sur ces plateaux mon collègue de mine, Luatum Kabamba. Il a déjà eu l'occasion de venir à cet exercice de redevabilité, mais cette fois-là, nous parlions de l'industrie et de ce qui se faisait. Hier, nous avons parlé avec le collègue des PME, de la vision du président de la République, notamment après la table ronde qui s'est tenue récemment au Palais du Peuple sur l'entrepreneuriat des jeunes et qui aboutit à Impact. Ce soir, nous voulons revenir sur un secteur des croissances, un secteur sur lequel la République démocratique du Congo repose depuis des longues années, pour ne pas dire des siècles, mais évidemment avec la vision du ministre de Mines, en tout cas qui est celui que le président de la République et la première ministre ont confié les responsabilités à la tête de ce ministère. Ce soir, nous allons évidemment revenir sur la mission que le ministre a effectuée dans le Grand Katanga, principalement dans le Haut-Katanga, avec ce qu'on a connu comme incident CDM, mais aussi les événements tristes du Lalaba. Et vous avez vu vous-même que le ministre, j'ai envie de dire que nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons vu le crash que votre avion a connu, heureusement, que Dieu est avec nous et que nous pourrons continuer à bénéficier de votre expertise parce que la mission, justement, vous l'effectuez pour exprimer la compassion et la solidarité du gouvernement. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais en premier, parce que c'est pour la première fois que nous vous recevons dans ces cadres, Monsieur le Ministre, en tant que ministre de Mines, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes comment avez-vous pensé donner une nouvelle dynamique à ces secteurs qui a toujours été considérés comme les secteurs qui va permettre à la République démocratique du Congo de connaître son développement? Bonsoir d'abord, cher Patrick, et bonsoir à tout le monde. Avant toute chose, j'aimerais quand même vous féliciter pour cette initiative, cet exercice auquel nous nous sommes tous soumis, de redevabilité, de venir nous tenir devant la presse, mais également devant le peuple pour répondre aux questions, pour dire ce que nous faisons, comment nous le faisons et qu'est-ce que nous comptons accomplir. Je crois que c'est un très bel exercice. Nous apprenons beaucoup aussi dans cet exercice, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de critiques constructives qui viennent et ça nous sert souvent pour réajuster le tir. Merci beaucoup. J'aimerais également, puisque vous avez parlé du chef de l'État au début, lui exprimer toute ma gratitude d'avoir placé sa confiance en moi pour ce ministère qui est très stratégique à un moment clé de l'histoire de notre pays, à un moment de l'histoire où les minerais stratégiques deviennent un enjeu planétaire. Et donc pour cela, je lui suis très reconnaissant. Je suis reconnaissant également, et je remercie Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour son leadership et son accompagnement constant. Et bien sûr, qu'à Dieu soit toute la gloire. Voilà. Maintenant, cela fait bientôt 3 mois que je suis à la tête de ce ministère. De la vision du chef de l'État et des instructions reçues de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à mon endroit, et dans le cadre de justement du plan d'action gouvernementale, il y a des priorités, bien sûr, que je me suis fixées. Et la première des priorités, c'est renforcer la gouvernance, la bonne gouvernance, la traçabilité, mais également lutter contre la fraude minière, encadrer l'artisanat minier comme il se doit, regarder à ce cliché que le secteur minier continue d'afficher depuis près de 100 ans de mining en RDC, où tous les sites miniers sont des îlots de prospérité pour une élite, mais sont souvent entourés d'un océan de misère. Casser ce cliché-là et diversifier l'écosystème d'activité économique autour de tous ces sites-là pour que réellement les richesses profitent aux Congolais. Et bien sûr, parmi mes priorités, il y a également des réformes qui se veulent courageuses. C'est permettre aux communautés locales et aux Congolais de participer justement au capital de tous ces grands projets miniers. Il est temps que les Congolais deviennent actionnaires dans les mines. Les réformes sont déjà très avancées à l'étude. Nous allons les annoncer très bientôt. Il y a un groupe d'études qui travaille là-dessus pour que nous puissions les finaliser. Et de même, l'exploration géologique. J'ai toujours dit
les mines commencent par l'exploration géologique. Les mines se développent par la géologie et les mines se terminent par la géologie. Il est très important que nous mettions des moyens dans l'exploration géologique, mais cette fois le faire avec des géologues congolais. Ceux-là que j'appelle les enfants de Dieu. Je les appelle les enfants de Dieu parce qu'un gisement, en termes juridiques, c'est un acte de Dieu. Et donc, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent lire un acte Gisement, de Dieu. un acte de Dieu. Oui, juridiquement, un gisement, c'est un acte de Dieu. C'est pour ça que j'appelle les géologues les enfants de Dieu. C'est eux qui découvrent les actes de leur père. Il faut leur donner des fonds d'amorce, il faut leur permettre de découvrir des gisements, parce que nous voulons aussi casser un autre cliché. Celui de toujours voir des géologues venus d'Australie, de Canada, ils sont souvent blancs avec beaucoup de barbe blanche qui découvrent les gisements chez nous. Donc je crois que les Congolais sont très bien formés pour le faire aussi. J'ai confiance en eux, j'en côtoie beaucoup, ils n'attendent que ça. Ils n'ont pas peur d'aller aux 100 000 diables, ils n'ont pas peur des morsures de serpents, ils n'ont pas peur de boire l'eau sale et avoir une dysenterie ou une malaria. Ils sont prêts pour cela. Il faut leur donner les moyens, il faut les supporter pour le faire. Voici très brièvement les priorités que nous nous sommes fixées. Tout à fait. Et sur lesquelles nous travaillons. Voilà. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir point par point, si le temps le permet, parce que je crois que dans votre vision, vous avez eu le temps de le partager. On doit être en mesure de passer à l'étape supérieure parce que la République démocratique du Congo doit finalement renverser cette perception, pas cette perception, mais cette pauvreté vécue, alors que nous sommes entourés des œuvres de Dieu qui Absolument. découvrent les géologues, ces enfants. Absolument. Mais, Monsieur le Ministre, vous avez été d'abord dans le Haut-Katanga, après l'accident que nous avons vu, ensuite dans le Lualaba. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'abord de la première mission, mais aussi de l'autre mission, avant de reparler de la problématique des artisanaux, de certains axes que vous nous avez donnés tout à l'heure? Oui, très bien. Le premier incident, c'est le 4 novembre, si je me rappelle bien. J'ai été saisi d'un débordement d'un bassin de rétention de la compagnie minière CDM, mais avec des répercussions assez graves dans l'environnement. Des eaux acides qui se déversaient un peu partout et qui affectaient bien sûr les populations, qui affectaient les puits d'eau, qui affectaient même l'écosystème des rivières et autres, avec des poissons morts et autres. Nous nous sommes rendus sur les lieux. Et bien entendu, le constat que nous avons fait était un constat malheureux. C'était un constat de mépris des normes élémentaires de conception, de construction et d'opération d'un bassin de rétention. Je ne vais pas aller dans les termes trop techniques, mais tout ce que je vais vous dire simplement, c'est qu'un bassin, le lieu où on le construit est sélectionné selon certains critères, et la géomembrane qu'on pose pour retenir les eaux aussi est posée sur un sol qui est bien préparé, qui est compacté avec certains standards. Et il y a des méthodes pour détecter les fuites pour que la nappe aquifère ne soit pas polluée. Tous ces standards n'étaient pas au rendez-vous, et encore moins la façon d'opérer, la façon de détecter ou de prévenir à l'avance un pareil accident. Les accidents peuvent arriver dans la vie, mais un accident d'un bassin pareil, ça ne vient pas et ça surprend tout le monde. Non, il y a des signes avant-coureurs. Et donc il n'y avait rien de tout cela. Nous avons mis en place une commission d'enquête pour enquêter, établir la vérité, toute la vérité, établir les responsabilités également, parce que les sanctions vont s'en suivre. Parce que la société sera tenue, bien sûr, de réparer tous les dégâts qui ont été causés à l'environnement. Elle sera tenue de dédommager tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre. Elle sera tenue également de payer tous les travailleurs pendant tous les 3 mois, parce que j'ai pris une décision de suspendre cette opération-là. Pendant 3 mois, leur donner la chance de réparer. Et je ne lèverai cette mesure que quand je serai suffisamment satisfait que les mesures ont été prises pour préserver l'environnement et les populations autour de cette mine. Voilà brièvement ce qui s'est passé, mais je dois avouer également que les responsabilités sont partagées. Parce que pour en arriver là, notre administration devait jouer également son rôle. Et donc il y a un besoin de renforcer la capacité de notre administration pour que les contrôles se fassent de manière plus efficace et qu'on puisse prévenir pareil incident. Lorsque cet incident sera clos, nous allons étendre la mission de cette commission pour aller dans les autres sites également. Absolument. Pour voir ce qui s'y passe, pour prévenir justement que pareil incident ne se produise. La raison pour laquelle nous faisons tout cela, ce n'est pas la chasse à l'homme. Il faut établir les responsabilités, certes,
Mais c'est surtout prendre les mesures pour prévenir que cela ne se reproduise encore. Je crois que c'est notre responsabilité de le faire, nous devons le faire. Et d'ailleurs, à ces propos, justement, le président de la République, à la 66e réunion du Conseil de ministres, est revenu là-dessus et qui vous avait chargé, Monsieur le ministre, avec notre collègue de l'Environnement, de renforcer la surveillance, la coordination, la rigueur des services techniques placés sous votre autorité afin de prévenir toute récidive de telles catastrophes. Et vous avez sûrement suivi que le ministre de la Justice a à ses propos tiré les conséquences qu'il faut pour que les responsabilités puissent être pleinement établies. L'autre volet de votre mission, Monsieur le ministre, c'est le Lualaba. Évidemment, on a vu ce qui s'est passé avec le crash, mais vous y allez pour exprimer la compassion du gouvernement après l'éboulement et ce qu'on a vu sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, évidemment, de cet incident et des conséquences que vous avez tirées? Oui, tout à fait. C'est un incident très malheureux et ici, je salue encore la mémoire de tous ces jeunes qui ont perdu leur vie. Vous savez, c'est une vraie tragédie. Lorsqu'on est âgé entre 15 et 35 ans, de perdre sa vie dans des conditions pareilles, une bousculade qui s'ensuit de jeunes gens qui tombent dans une sorte de ravin où il y a de l'eau, de la boue, et on finit par une bousculade, une noyade, etc. C'était tragique. Je tiens à dire une chose, ces jeunes gens qui meurent comme ça, ce sont vos enfants et ce sont nos enfants. Je les considère comme mes enfants, comme mes propres fils, parce que nous sommes africains. L'enfant du voisin, c'est votre enfant. Il a le droit de venir manger chez vous, il peut même dormir chez vous, c'est chez lui. Et c'est une vraie tragédie. C'est pour cela que, fort du message du chef de l'État que j'avais vu la veille de mon voyage, parce qu'il suit cette situation de très près, il m'a reçu pendant près de 2 heures, nous avons parlé. Il m'a donné des mots de compassion pour cette jeunesse et il m'a prié de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que pareille chose ne se reproduise plus. C'est fort de cela que nous nous sommes rendus sur le site. Il y a eu le crash qu'il y a eu, nous rendons grâce à Dieu. Nous en sommes sortis vivants. Et dès que le médecin a permis qu'on puisse reprendre du travail, dans les heures qui suivaient, on a repris du travail. Je suis allé voir également certains des blessés, dont un jeune de 18 ans, qui était grièvement blessé, qui était à l'hôpital. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est, encore une fois, les responsabilités partagées. Responsabilités de ceux qui ont permis que tous ces jeunes se retrouvent dans ces lieux-là, dans ces conditions-là. Responsabilité de notre administration, encore une fois. On ne peut pas se voiler la face. Responsabilité de ceux-là qui achètent ces minerais, sachant bien que ces minerais sont extraits dans des conditions qui sont celles qu'elles sont. Les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Je ne vais pas anticiper sur les conclusions de l'enquête, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que rien ne sera épargné. Aucun officier supérieur de l'armée, galonné ou étoilé, ne sera épargné. Aucun cadre supérieur de l'administration, qu'elle soit provinciale ou nationale, ne sera épargné. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça que je travaille en étroite collaboration avec mon collègue de la justice. Tout à fait. Pour que justement justice soit faite, que les responsabilités soient établies, que les poursuites soient engagées, parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. On ne peut pas continuer à pleurer nos morts à cause de la bêtise humaine, à cause de la corruption, à cause des pratiques qui finalement ne nous honorent pas et qui font que parfois nous ne sommes pas respectés à travers le monde. Cela doit s'arrêter. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos mots introductifs. Ici, je rappelle que pour les problématiques que nous avons notées, le président de la République a eu l'occasion de revenir dessus en Conseil de ministres et que des mesures seront prises pour qu'à la fois, pour ce que nous avons vu au sujet du bassin de rétention ou pour ce que nous avons vu dans les là-bas, ne se reproduisent plus. Des accidents peuvent toujours arriver, mais il y a une action qui doit être faite notamment dans le sens de l'administration, mais aussi dans les chefs de tous ceux qui sont complices et qui conduisent à des conséquences comme celles que nous avons vues dans le Lualaba. Monsieur le ministre, on va commencer l'exercice pour lequel nous sommes ce soir pour mieux édifier. Nous sommes passés de moratoire pour l'exploitation de minerais stratégiques au quota.
Veuillez nous expliquer c'est quoi les quotas, quel est l'effet recherché dans tout ça, et est-ce que vous allez tenir par rapport à vos challengers, parce que la RDC n'est pas le seul pays producteur du cobalt. Je sais que 75% c'est à RDC, mais est-ce que vous allez tenir? Quel est l'effet recherché avec les systèmes de quotas dans les exportations des minerais stratégiques? La deuxième question et la dernière, vous revenez de Kolwezi, il y a eu des creuseurs miniers artisanaux qui sont morts dans les circonstances qui ont été décrites. Moi, je voudrais savoir, avec chiffres à l'appui, quels sont les EA qui sont destinés aux creuseurs miniers artisanaux. Ces EA sont... Entendez, zones d'exploitation artisanale. Ah, excusez-moi, les zones d'exploitation artisanale, parce que nous apprenons que les creuseurs miniers artisanaux font des incursions dans des sites miniers qui ne leur appartiennent pas. Et souvent, ça crée des problèmes. Et les entreprises minières basées à Kolwezi qui se plaignent du fait que des creuseurs miniers artisanaux pénètrent dans leurs sites et d'autres volent même les minerais. Alors, quelles sont les ZEA, les zones d'exploitation minière artisanale, qui sont dédiées aux creuseurs miniers? C'est un nombre de combien? Très bien. Allez-y, monsieur. Je réponds directement. Je vous en prie. Très bien. La première question sur le cobalt. J'aimerais qu'on comprenne bien ce que nous avons voulu faire avec le cobalt. Nous étions dans une position de suroffre. Il y avait plus d'offres que de demandes. Et lorsque vous êtes dans cette position-là, il y a une chose qui se passe. Vos stocks commencent à augmenter, parce que vous ne vendez pas tout. Et quand vos stocks commencent à augmenter, ça doit vous dire ce qui va venir après. Le prix va s'effondrer. Et nous voulions empêcher cela. C'est pour cela que nous avons, à un moment donné, interdit complètement l'exportation du cobalt. Je sais que ça nous a coûté cher à nous-mêmes aussi, au Trésor, parce que c'est des revenus qui ont été déférés, en fait, qui ne sont pas perdus, qui sont déférés, parce que le stock est là, on va le vendre. Je vous annonce d'ailleurs qu'en principe, cette semaine, les exportations doivent reprendre. Donc c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Maintenant, dans la reprise des exportations, nous avons voulu un quota pour mieux contrôler. Oscar, vous savez, lorsque vous détenez 70% des réserves mondiales d'une commodité, c'est votre droit le plus strict de dire, de dicter votre volonté, ce que vous voulez faire. On ne peut pas laisser ça à la compétition internationale, tout simplement, et être spectateur. On ne peut pas laisser ça simplement ce que les anglo-saxons et les traders appellent fear and greed, parce que le marché a un côté irrationnel. La peur de perdre de l'argent, mais également la soif de gagner trop, de la cupidité. C'est toutes ces forces qui conduisent le prix. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de ça. C'est pour cela que nous avons régulé cela. Il y a beaucoup de sceptiques, des gens qui ont pensé qu'on n'allait pas y arriver. Regardez le prix du cobalt là où il était lorsqu'on s'en prit la mesure où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai. On disait 11 000, aujourd'hui c'est 54 000, si mes chiffres sont... Je n'ai pas regardé le dernier prix, mais nous avons monté en gamme très haut par rapport à ce que le prix était. Maintenant, c'est vrai, nous sommes dans une géopolitique internationale qui est turbulente aujourd'hui. Comme on dit, le monde est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu à la fois. Personne ne peut réellement prédire de quoi demain sera fait. Mais en toute responsabilité, nous avons pris nos responsabilités, nous avons établi les quotas, et ces quotas ont été bien réfléchis aussi. Nous avons regardé la moyenne statistique de tous ces exportateurs de cobalt sur les 3 dernières années. En fonction de ce qu'ils exportaient, nous leur avons alloué ce quota-là, pour qu'ils ne se sentent pas préjudiciés. Et bien sûr, nous allons avancer comme ça et nous allons continuer à faire un monitoring de la situation. Alors, Kolwezi, votre deuxième question, c'est vrai, c'est une question complexe parce qu'il y a énormément de coopératives, mais en principe, une coopérative à une coopérative, on doit assigner une zone d'exploitation artisanale pour qu'elle puisse travailler. On s'est retrouvé avec beaucoup de coopératives, mais sans zone d'exploitation artisanale. Et c'est ce qui explique en partie l'envahissement de certaines zones concessions industrielles, ce qui n'est pas du tout acceptable, je dois avouer. Ce que nous avons fait, c'est rassembler notre administration
dès notre entrée au ministère, et mettre beaucoup de pression sur notre administration pour leur faire comprendre qu'écoutez, nous n'avons aucune excuse ici. Nous devons générer suffisamment de zones d'exploitation artisanale viables pour ces jeunes gens et avoir un système transparent et responsable pour allouer ça aux coopératives. À ce jour, nous venons d'en générer 64, mais c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Au vu de la masse des creuseurs et des coopératives, il faut des centaines et des centaines de EA. Donc c'est du travail en progrès. Nous devons continuer, nous mettre sous pression pour en sortir suffisamment, parce qu'il ne suffit pas seulement de délimiter une ZEA. Il faut encore qu'on étudie un peu plus où se trouve la minéralisation pour qu'on puisse faire de la découverture, pour que ces jeunes puissent travailler dans des conditions avec moins de pénibilité. C'est tout ça que nous faisons ensemble. Ce que j'ai fait, c'est approcher ces coopératives, leur dire nous allons le faire ensemble. Ce n'est pas vous et ce n'est pas nous, c'est nous ensemble. Parce que je tiens encore à dire une chose. Il y a près de 3 millions de creuseurs aujourd'hui dans notre pays. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas du tout de leur faute. Et on a tendance à les peindre comme des hors-la-loi. Ils ne sont pas non plus des hors-la-loi en réalité. Leur seul péché, c'est que nous n'avons pas, nous, en fait, su leur donner un avenir, un emploi ou des conditions de vie. Et leur seul péché, c'est qu'ils ont refusé d'aller s'abîmer en mer en cherchant à aller en Europe, s'exiler. Ils ont préféré rester au pays, s'organiser. Et croyez-moi, certaines de ces coopératives que j'ai approchées sont très organisées, beaucoup plus organisées qu'on ne pense. Et donc, c'est à nous de les encadrer. C'est à nous de dire, très bien, vous êtes déjà organisés, joignons nos forces, voici quelques zones d'exploitation artisanale où nous pouvons vous placer, certains d'entre vous du moins, mais c'est un processus. Mais deuxièmement, je ne pense pas que de tous ces 3 millions de creuseurs, parce que je les côtoie, je leur parle, certains sont des gradués, des licenciés d'université, des ingénieurs, des techniciens. Certains, ce n'est pas réellement leur métier, ils le font par défaut. Mais alors il faut leur donner des passerelles au travers de la formation professionnelle pour les recycler dans des corps de métier qui, couplés à une politique de grands travaux, peut les absorber dans autre chose que l'artisanat minier. C'est comme ça que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la formation professionnelle pour donner cette alternative-là. Maintenant, c'est vrai, parmi eux, il y en a qui sont des purs et durs, qui disent que ça, c'est mon choix. Moi, je suis un creuseur, je vais crever dans mon trou, c'est ma vie, etc. Il faut respecter leur choix également. Mais alors leur donner des conditions avec moins de pénibilité et les encadrer pour qu'ils puissent avancer dans ce qu'ils veulent faire, qu'il y ait moins d'harcèlement de nos services administratifs et autres, qu'ils puissent quelque part se retrouver. Monsieur le ministre, autre chose peut-être. Allez, évidemment, vous allez continuer, mais c'est quoi le rôle de l'entreprise générale du cobalt dans ces contextes? L'entreprise générale du cobalt, c'est une initiative souverainiste qui veut justement encadrer nos coopératives, leur donner les moyens de travailler dans des bonnes conditions, racheter leur production à des prix qui sont compétitifs, au lieu d'être des victimes de tous ces traders et ces entremetteurs, etc., pour que finalement ils soient valorisés. Voilà. Très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que, au-delà de ces initiatives, je reviens de Genève avec Madame la Première ministre. Tout à fait. Et nous avons fait un très fort plaidoyer pour que les consommateurs finaux de ce cobalt et de ce cuivre qui sort de l'artisanat, qu'ils soient Tesla, Mitsubishi, Toshiba, toutes ces compagnies, qu'elles se rapprochent plus de ces coopératives sur site. Parce que si on a un contact direct entre le consommateur final et celui qui sort la matière du sol, vous comprenez bien que tous ceux qui sont au milieu, tous ces intermédiaires, sont déjà en dehors. Et on peut avoir alors un pool financier qui peut permettre non seulement un paiement plus équitable, mais alors réfléchir alors à une politique de responsabilité sociétale où on peut leur construire des cités minières, où ils pourront avoir des logements décents, des écoles, des centres de santé et autres, avoir une dignité humaine dans la vie. Donc c'est une problématique qu'il faut prendre par plusieurs bouts finalement. Il n'y a pas une solution universelle. Il faut les former, il faut mieux les payer, il faut donner des alternatives. C'est tout ça qu'il faut faire à la fois. Et
Monsieur le ministre, il y a forcément une question de ceux qui tirent le ficelle. On parle de la présence des Libanais, on parle de certains Chinois. Oui. Vous savez, cher Patrick, moi je veux dire une chose. C'est vrai que je suis un fondamentaliste contre la corruption. Quand j'en parle vraiment du fond de mon cœur. Parce que la corruption, c'est le cancer ultime, qui annule même tous les efforts d'un gouvernement. Tout à fait. C'est la corruption qui fait que nos jeunes gens s'exilent, parce qu'on leur refuse des opportunités qui devraient leur revenir légitimement, que ce soit du point de vue d'emploi, du point de vue d'opportunité des affaires. Mais pire, j'aimerais vraiment dire à mes chers compatriotes, chaque fois que vous faites corrompre par un Libanais, chaque fois que vous faites corrompre par un Indien, par un Chinois, peu importe d'où il vient, sachez que vous êtes en train de vendre vos enfants en esclavage. Je répète, vous êtes en train de vendre vos enfants en esclavage, exactement comme à l'époque de Tipo Tipo, où lorsque nos chefs vendaient nos enfants en esclavage. Il n'y a aucune différence. Ces maîtres venus d'ailleurs enverront nos enfants avec leur diplôme universitaire balayer les rues. Ils ne vaudront plus rien, parce qu'on les aura vendus en esclavage. Donc arrêtons cela. Parce que c'est ça qui est quelque part aussi à la base de tout ça. Je demande qu'on soit intègre, qu'on comprenne les enjeux, qu'on aime son pays et qu'on résiste. Il y a moyen de vivre avec intégrité, avec patriotisme, avec honnêteté et gagner sa vie. C'est faisable. On ne pense pas que ce n'est pas faisable. Et autre chose également, on semble trop polariser le débat autour de l'artisanat minier, des mines, etc. Je crois qu'on doit peut-être changer notre logiciel de réflexion. Il n'y a pas que les mines pour vivre. Nous sommes 120 millions de Congolais aujourd'hui, d'après ce que j'entends. Mais qui a dit qu'il n'y a que les mines pour vivre? Les mines ne sont qu'un accélérateur d'économie, au même titre que l'agriculture, le tourisme et bien d'autres secteurs. Donc réfléchissons à diversifier le tissu économique de chez nous. C'est pour cela que je deviens de plus en plus regardant sur tous les paiements infranationaux qui vont dans les escarcelles des entités territoriales décentralisées. C'est des grosses sommes d'argent. Lorsque vous prenez les 0,3% du chiffre d'affaires, vous prenez la redevance minière, vous prenez le cahier de charges qui est en fait une sorte de contrat social entre la société minière et les communautés autour. Vous avez certains ETD qui brassaient à la limite, peut-être par an, entre 1 000 et 10 000 dollars peut-être, qui embrassent 10 millions de dollars et plus. Imaginez-vous des montants pareils et qui vont pleuvoir dans ces caisses chaque année, parfois même en allant en grandissant. Et une mine, c'est la seule activité qui connaît sa date de naissance et de mort. Donc une mine, on connaît sa durée de vie. Et si vous savez que ce montant va vous arriver sur 20 ans, sur 30 ans, on peut structurer plusieurs financements pour faire des grands travaux de diversification économique autour des sites. On n'a pas besoin d'aller au FMI, on n'a pas besoin d'aller à Washington pour emprunter de l'argent. L'argent est là. Maintenant, c'est à nous de réfléchir à des cahiers de charges, à une réflexion telle que nous nous posons tous la question, avec ce que les mines nous donnent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On va construire 6 salles de classe, on va construire un centre de santé, appeler l'autorité pour applaudir, la télévision nationale pour relayer ça, pour dire... Donc, la vraie question est la suivante, Oscar. Quand 20 ans seront épuisés, quand le dernier minerai sera extrait, quand il y aura un trou béant qui va rester là-bas, qu'est-ce que nous léguons à nos générations futures? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous voulons léguer un grand centre universitaire là-bas? Est-ce que nous voulons faire une Silicon Valley? Est-ce que peut-être du point de vue géographique, l'endroit est situé à tel endroit que ça sera un grand hub de logistique à la croisée de plusieurs routes d'intérêt économique? Je ne sais pas. Mais cette vision-là, nous devons l'avoir aujourd'hui, la construire à partir d'aujourd'hui. Et ne pas continuer dans cette histoire de 6 salles de classe et dispensaires, etc. Nous devons arrêter cela et voir plus loin. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de Mines. Votre équipe renseigne qu'en février, la tonne du cobalt s'est négociée autour de 21 000 $ et aujourd'hui, nous sommes à presque 50 000 $. Ben voilà. Donc je crois que, après tout, ce n'était pas mauvais de déférer ce bénéfice-là, parce que maintenant, nous allons commencer à le vendre à 50 000 $. On l'aurait vendu à 20 000 $ et il serait allé en continuer à s'enfoncer, en fait, parce qu'on était en position de oversupply, de suroffre. Donc je crois que nous avons pris ces décisions-là de manière responsable.
Et j'ai été clair avec les Chinois, avec tous ceux qui s'agitaient. Je leur ai dit très simplement, nous n'avons des excuses à présenter à personne pour cela. Mais nous avons des excuses à présenter à personne. Nous assumons notre souveraineté, il en sera ainsi. Et c'est tout. Voilà, merci, Monsieur le Ministre. Sur la question du camp des Kimbembe, j'ai discuté avec le gouverneur Martin Kazembe tout à l'heure. Il pourra revenir pour nous donner les détails, visiblement, de cet incident qui a conduit à cet incendie. Donc, on pourra vous donner le détail. Blaise Shindani, j'ai reçu la question en réaction avec les propos du président rwandais. Je crois que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements par rapport au processus diplomatique dans lesquels nous sommes engagés. Hier, je le disais, que nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours pour faire le point de qui s'est acquitté de ce qu'il devait faire pour que la paix revienne dans cette partie du territoire et pour que nous puissions permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans les stricts objectifs de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait qu'on veut toujours à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment il traite ses supplétifs, mais aussi au terme de discussion, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire à partir de Beni ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement. Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. Ce n'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles et ils seront tenus pour responsables. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une petite précision. Je vous remercie de votre participation à cet exercice. On va terminer en montrant à nos compatriotes l'extrait de la vidéo de l'opération que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure. Je ne sais pas comment la décrire, mais les compatriotes pourront voir que des milliards sont investis dans notre pays parce que notre pays est un pays solution, y compris pour le secteur minier. Voilà. Patrick, j'aimerais peut-être terminer avec un petit mot de la fin quand même. Et ici, je parle vraiment à mes compatriotes qui sont largement jeunes, parce que nous sommes un pays largement jeunes. Dans ce combat que nous avons pour notre souveraineté, pour que les richesses de notre pays puissent finalement nous profiter, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de nous toutes et tous. Il n'y a pas de spectateurs ici, il n'y a que des acteurs. Alors voilà le dicton que j'ai appris du président Emerson du Zimbabwe, lorsqu'on était à Harare. C'est un dicton Shona qui dit ceci. Construis ton pays, développe ton pays, et prie pour ton pays,
car aucun étranger ne le fera à ta place. Fin de citation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour votre attention.